Bonjour à tous et bienvenue encore une fois de plus sur ma page et c'est toujours un plaisir d'être parmi vous et de partager ce petit instant de réflexion. Merci à vous pour vos encouragements, c'est une grande source de motivation et aussi pour vos félicitations. Donc, sans toutefois tarder, on va s'appesantir sur la thématique d'aujourd'hui. L'ennemi premier de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Il est vraiment important que avant qu'on fasse un point sur les menaces exogènes, c'est-à-dire les facteurs qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire les occidentaux et tout, l'ordre mondial et tout, il faut d'abord qu'on comprenne où et en quoi nous sommes d'abord la cause de ce qui nous arrive. Alors il y a beaucoup de choses à dire et comme d'habitude on va faire la plus petite vidéo possible avec beaucoup d'informations. Déjà, à mon humble avis, une des raisons qui fait en sorte que l'Africain soit une menace, soit considéré comme une menace, pas seulement pour son développement, mais aussi pour son frère, c'est le manque de solidarité. C'est simple. Pendant que d'autres pays, dans d'autres régions du monde, eux, ils cherchent toujours à s'unir, à devenir des blocs. On a l'Union européenne, on a les États-Unis d'Amérique, tout ça ne s'est pas créé en un jour. Eux, ils cherchent à s'unir. Nous, on cherche plutôt à se diviser. Lorsqu'on y pense bien, c'est comme si tout est fait pour qu'on se divise. Parfois même aussi nos noms et nos tribus même nous divisent toujours. Donc, lorsqu'on regarde un ensemble de facteurs, on se rend compte qu'il n'y a vraiment pas de solidarité entre les Africains de façon générale. Et c'est pour ça qu'à mon humble avis, on aura beaucoup de difficultés de mettre en place un jour les États-Unis d'Afrique. Si cet idéal, ce projet se met en place, directement on devient la première puissance mondiale. Des études ont déjà été menées dessus, au regard de notre potentiel en termes de ressources naturelles, au regard de notre jeunesse qui est dynamique, au regard de la taille de notre population et de même notre position. Il est clair que si aujourd'hui on met en place les États-Unis d'Afrique, on passe comme première puissance mondiale. Ça, c'est clair, c'est pas un débat. Bon, maintenant, est-ce que ça va se réaliser? Laissons d'abord les enjeux extra, c'est-à-dire l'ordre mondial et tout, ces pays-là qui ne vont pas laisser un projet pareil se faire. Regardons d'abord nous-mêmes, regardons-nous en face. Est-ce qu'on s'aime? Est-ce qu'on s'apprécie? Est-ce qu'on est solidaire? Ce n'est pas le courage et l'audace qui ont manqué de la part de nos chefs d'État à rompre avec les accords et conventions esclavagistes et de servitude qui empêchent tout décollage socio-économique de notre continent, mais plutôt la solidarité et la fidélité du peuple africain à accompagner les chefs d'État dans leurs différentes audaces. Modibo Keïta a défié l'Occident ici, et la France est passée par des Maliens que la France a instrumentalisé contre Modibo Keïta. Ahmed Sékou Touré, il a osé défier l'Occident. C'est des Guinéens que l'Occident a instrumentalisé contre Ahmed Sékou Touré. Lorsque Thomas Sankara a défié l'Occident, ce ne sont pas des Occidentaux qui sont partis tuer Thomas Sankara. C'est des Burkinabés que l'Occident a instrumentalisé contre Thomas Sankara. Dadis Camara a défié l'Occident ici. La suite est connue. C'est des Guinéens que l'Occident a instrumentalisé contre Dadis Camara. Laurent Gbagbo, lorsqu'il a défié l'Occident, l'Occident lui a bombardé avec la bénédiction de certains Ivoiriens. Mohamed Kadhafi, qui a transformé la Libye de désert en Eldorado lorsqu'il a défié l'Occident. Il y a des chefs d'État, même africains, qui ont mobilisé leurs troupes pour partir aider l'Occident à bombarder et à tuer Mohamed Kadhafi ici. Quand nous, nos chefs d'État, défient l'Occident, on les applaudit. On est très contents, on est fiers d'eux. Mais quand l'Occident se lève contre eux, c'est nous-mêmes que l'Occident utilise contre nos chefs d'État parce qu'on a un peuple qui n'a pratiquement pas compris. Je rappelle quand même qu'on est un des continents où on a d'autres présidents se sont assis quelque part. On dit que bon, tel président est un dictateur et ils sont venus et ont bombardé ce président-là. Aucun de nos présidents n'a bronché. Le deuxième point que je vais évoquer ici, c'est la paresse. La paresse, j'ai remarqué que nous sommes une jeunesse paresseuse. Certains vont me critiquer dessus et
Je vous remercie déjà pour vos commentaires. Mais moi-même, je croyais que j'étais un travailleur, j'étais un bosseur, j'étais un hard worker. À mon arrivée en Chine, je me suis rendu compte que je suis paresseux. Je suis paresseux pourquoi? Parce que je pouvais travailler 8 heures de temps et trouver que j'ai trop travaillé. Je vous assure, les Asiatiques sont un exemple à suivre en termes de travail. Ils peuvent travailler 12 heures, 10 heures, 14 heures de temps affilés. Je ne dis pas qu'ils ne prennent pas des pauses, non, c'est pas ce que je dis. Je dis, au regard des populations que moi j'ai rencontrées, je trouve que je suis paresseux. Je trouve que nous sommes paresseux. Pourquoi? Parce qu'ils se donnent à la tâche et ils se donnent à 100%. J'ai vu des papas, des mamans ici travailler, faire des travaux que des jeunes dans notre pays font. Quand je parle aussi de paresse dans le sens où on veut tout avoir tôt et très vite. Je m'explique. En fait, lorsqu'on regarde les autres pays, on voit les TGV, on voit les avions, on voit les gratte-ciel et tout, et on veut avoir ça du coup comme ça d'un clic, d'un claquement de doigts. C'est pas possible. Dans ces pays, il y a des générations, il y a une ou des générations qui se sont mis à la tâche, qui ont développé le pays, conçu le pays, qui ont créé, inventé, innové. Et d'autres ont profité. Malheureusement, lorsque vous regardez dans nos pays, vous allez vous rendre compte que on aime seulement avoir sans travailler. C'est-à-dire, on va se lever, on va dire que nous aussi on veut le TGV. Est-ce que tu t'es d'abord rassuré que tu manges, tu bois à ta faim, que tu as de l'électricité avant de dire que tu veux le TGV? Il y a une certaine graduation des priorités, de nos besoins. On va pas se lever et dire qu'on va prendre, on veut des immeubles à 46 niveaux. Comme c'est le cas ici, ils ont des compounds, des cités où il y a des immeubles à 46 niveaux et dit qu'on veut ça du coup, alors que l'électricité n'est même pas stable. C'est-à-dire, c'est aussi ça parfois aussi le problème de notre jeunesse africaine. Elle ne comprend pas parfois ses priorités. Elle ne catégorise pas ce qu'il faut achieve, ce qu'il faut d'abord atteindre comme objectif. Parce qu'on voit les autres faire directement, on veut aussi la même chose. Pourtant, c'est pas ça. C'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui se mature avec le temps. Je peux vous dire une chose, désolé. Vous travaillez 10 fois plus que nous. Hein. L'Afrique ne travaille pas beaucoup. Hein. On a un climat favorable. On n'a pas d'hiver. On n'a pas de temps difficile. D'abord, les gens ont fait des salaires et non des demandes d'emploi en Afrique. L'Africain travaille le moins possible. Vous avez vu un Africain mourir au travail? Le jeudi, il est en week-end. Le lundi, il vient à peine, il vient travailler. Donc, l'Africain, la nature a rendu l'Africain paresseux. Parce que la nature te rend paresseux. L'Africain, il jette le noyau d'une mangue, il a mangé. Alors que l'hiver ne te permet pas d'avoir la mangue. Et l'Africain a les cours d'eau, l'Africain a les herbes. Nous, surtout nous, d'Afrique centrale, nous sommes un pays béni. On a de l'eau, on a l'herbe, on a des fruits, on a tout. Bande de parvenus, maximum de feignants qu'il y a dans toute l'Afrique. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Nous sommes fatigués. Oh, Américain envoie la voiture. Je veux faire le transport. Tu prends le car, tu envoies. Au bout de 2 mois, le car n'existe plus. Oh, je veux faire une boutique. Tu envoies les subventions. Au bout de 3 mois, la boutique n'existe plus. Ils vont nous dire qu'on ne fait rien. Ils vont nous dire, nous, qu'on ne fait rien. Après 20 ans de Western Union, 20 ans de RIA, 20 ans de MoneyGram, on commence à t'appeler à partir du 28. On t'appelle jusqu'au 5. Après, il lâche l'affaire. Quand le 28 arrive, oh, ta aînée est malade, oh, tel est malade, oh, le loyer, oh, le truc, oh. Et certains te manquent même les recharges téléphoniques. Certains te demandent même les recharges téléphoniques. Certains te demandent de l'argent pour aller gérer Sanga. Nous sommes fatigués. Des parents escrocs, des mères immatures, des pères irresponsables. Le point suivant que je vais évoquer ici, c'est l'égoïsme, quelque part le manque de patriotisme des Africains. Nous sommes égoïstes. Nous sommes égoïstes, ça il faut l'avouer. Nous sommes égoïstes, foncièrement égoïstes.
On ne sait pas ce que c'est que la culture du bien public. On pense d'abord à nous-mêmes. D'abord. Les autres, après. On va voir. Le reste, là... En fait, nous sommes... On n'a pas le sens du collectif, en fait. On peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Mais la direction que je vais donner à ce point, c'est l'individu au détriment du collectif. C'est-à-dire, on est toujours en train de penser au je, en oubliant le nous. Alors que si tu penses au nous, tu es inclus dans cet ensemble-là. Donc, c'est un peu comme un effet papillon. Du moment où j'ai de l'argent, du moment où je signe ce contrat, on me donne ma quote-part. Le reste, c'est pas mon problème. Alors que le pays va peut-être perdre des centaines de milliards dans ce contrat que tu es en train de signer. C'est peut-être parce qu'aussi il n'y a pas eu de langage de vérité que les gens ne comprennent pas en fait ce qui se passe. Je parie que beaucoup de gens ignorent sérieusement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes à Ouagadougou, très souvent à Bobo-Dioulasso, en tout cas dans les grandes villes. Et la vie est tout autre. Mais hors de ces villes, vous n'imaginez même pas ce qui se passe. L'armée a été infiltrée. Et chacun agit en fonction donc de certains bords politiques. Si c'est ce pays que nous voulons, eh bien, allons-y. Souvent, je me pose la question, est-ce qu'on se demande d'où vient le terrorisme? Pourquoi le terrorisme? Tout n'est pas terrorisme. Nous avons contribué, quand je dis nous, c'est la société, contribué à ce que cette situation arrive. Mais j'ai marché à travers une partie du Sahel. Je ne dis pas rouler, marcher à pied à travers le Sahel. Donc j'ai pris le soin de bien voir ce que c'est que le Sahel. Et je ne suis pas sûr que ici vous l'avez fait. J'ai marché de Gorom, passant par Oursi, aller à Déou, Tinakov, Tinasan, revenir sur Marcoy. Cette partie, on l'a fait. On a vu comment les gens vivent là-bas. Et on l'a fait, ça vaut 10 ans de cela. Et c'était prévisible que cette situation va arriver. Ça veut dire que c'est nous qui avons créé cette situation, la gouvernance. Il faut qu'on se dise cette vérité. On a tout fait pour abandonner certains peuples à cause de nos intérêts égoïstes. On ne pense qu'à nous. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. On n'a aucune pitié pour l'autre. J'ai marché à travers ces zones. Je les vois trimballer des bidons, marcher des kilomètres pour aller chercher l'eau. Je les ai vus en train de marcher des kilomètres pour trouver l'eau pour le bétail et le bétail qui meurt en cours de route. Il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a pas de route. Comment même un camion même pourrait arriver là-bas, ne serait-ce qu'avec un peu de tourteau pour que leurs animaux puissent manger? Il n'y a rien là-bas. Qu'avons-nous construit là-bas? Qu'avons-nous fait là-bas? Quel projet de développement avons-nous envoyé là-bas? Est-ce qu'on s'occupe même de leur vie? Rien que simple eau. Qu'avons-nous fait de sérieux dans ces zones? C'est la question qu'il faut se poser. Et le territoire de cette partie, c'est hors de contrôle. Qui en est responsable? C'est nous. C'est nous. Il faut que chacun accepte ça. Nous avons toujours le slogan que c'est un pays pauvre. Vous êtes bien conscient que le pays n'est pas pauvre. C'est parce qu'on est méchant. On est sérieusement méchants entre nous. Les jeunes n'ont rien à faire. On a des terres cultivables. On a de l'eau. Comment on peut ne pas vouloir faire quelque chose pour eux? J'ai vécu à Djibo.
avant même le début de la crise. J'ai échangé avec les jeunes de Djibo. La seule route Kongoussi-Djibo, les camions ne viennent plus parce que les ponts datent des années 50 et les camions tombaient. Donc les camions ont décidé de ne plus venir. Ils produisent, en allant à Nassumbo à Bouro, ils produisent la tomate, ils produisent beaucoup de choses. Tout pourri. Ils n'arrivent pas à vendre. Leur marché de bétail, vous quittez Djibo jusqu'à Pétékoli, ils sont là avec leur bétail, ils n'arrivent pas à vendre. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi, les jeunes? J'ai écrit un rapport en son temps pour qu'on puisse au moins se réparer cette route. La guerre n'était pas là. Personne ne viendra me dire le contraire. J'étais à Djibo, j'ai vécu là-bas. On n'a rien fait. Rien. Qui en est responsable? Il faut que chacun fasse son introspection et se rende que nous sommes les coupables de cette situation. J'ai fait l'Est. Aujourd'hui, on parle de Mansilla, de Tankwalou et autres. Je vous le répète encore, qui est responsable? Quand un seul fleuve, la Sirba, empêche que quelqu'un quitte Mansilla vers l'arrière en saison pluvieuse, pendant combien d'années on n'a jamais pu faire un seul pont sur la Sirba pour les permettre de communiquer avec le Burkina? Prenez la carte, vous regardez, cette zone est encerclée par un fleuve, la Sirba. Qu'avons-nous fait? Du côté de Tankwalou, j'ai écrit encore un rapport que j'ai remis au haut-commissaire quand j'étais là-bas, pour que les gens fassent pardon pour faire ne serait-ce qu'un pont entre Tankwalou et le reste. Qu'avons-nous fait? Mais posons-nous les questions. Nous sommes responsables du malheur qui nous arrive. Si on ne change pas de manière d'être, ne croyez pas que nous allons être là encore, dans ces salles climatisées à nous regarder. Non. Non. D'autres ne peuvent pas être là à souffrir pendant que d'autres sont dans un luxe insultant. On a été prévenus. On n'a jamais voulu écouter. Toute cette bamboula que nous faisons dans les villes, tout peut cesser du jour au lendemain si on n'arrête pas ce que nous sommes en train de faire. Je sais que personne ne vous a déjà parlé comme ça, mais je vous le dis aujourd'hui franchement. Et chacun pourra choisir ce que nous voulons du Burkina. Je ne suis pas politicien. Je n'ai pas de langue de bois. Moi, je suis un militaire. Et je préfère vous dire la vérité. Chacun est libre de prendre ou de laisser. Tout le monde roule dans sa voiture, tout le monde vit bien. On mange matin, on mange midi, on mange le soir. On fait ce que nous voulons faire. On est libre de parler, de dire ce que nous voulons. C'est la démocratie, c'est le droit, c'est tout. C'est tout ce que nous connaissons à Ouagadougou. Mais allez-y les voir. Les enfants qui ont la peau sur les os. Allez voir les vieillards qui meurent de faim. Allez voir ces femmes qui ne peuvent plus allaiter parce qu'elles n'ont plus rien dans le sein. Allez les voir. Ne faisons pas semblant. Si nos journalistes n'ont pas le courage d'aller sur le terrain et vous ramener ces genres d'images, parce qu'on veut laver l'image du Burkina, je vous dis que c'est faux, ça existe. Quand je vous parle de gens qui mangent l'herbe, celui qui veut contester, je l'amène demain à les voir. Ça continue, ça n'a même pas cessé. Parce qu'on a pu ravitailler certains villages, mais d'autres pas encore, on est toujours en route. Aucun civil ne peut daigner même soutenir aussi avec des camions pour qu'on puisse être solidaire vis-à-vis de ces populations-là. C'est quelle intégrité? C'est quoi l'intégrité? Burkina Faso, c'est quoi? C'est ça qui nous a révoltés. Et on est toujours révoltés. Tant qu'on ne va pas soigner les maux de ce pays-là, on sera toujours révoltés. Pour l'instant, on a pu, dans l'armée quand même, réaliser quelques camions et transporter les livres avec nos propres moyens, bien qu'on a loué d'autres même ajoutés, vers des populations qui mouraient de faim. Et même dans cette location, j'ai vu qu'il n'y a aucune pitié. Des citoyens savaient que c'est pour aller là-bas, mais ils sont restés sur des tarifs. C'est pour dire que la solidarité a disparu au Burkina. Ayez pitié des gens, ayez pitié de la jeunesse, ayez pitié des enfants.
Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces villageois-là, pour que quand le soleil tombe, eux, ils se retrouvent dans les grottes, dans les arbres. Ils quittent le village. Et le matin, ils se pointent, ils regardent pour voir si tout va bien avant de revenir. Ils dorment dans la brousse. Ils ne peuvent pas dormir chez eux. On ne vous dit pas ces vérités. C'est la réalité du Burkina comme ça. On ne voit que nos villes. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Et nous serons entièrement responsables de ce qui va suivre. Soit c'est du bon, ou c'est du mauvais, ça dépendra de nos comportements dans le futur. Chacun n'a qu'à donner le meilleur de lui-même. Et je pense qu'on peut y arriver. Je suis optimiste, j'ai foi. Et Inch'Allah, on va y arriver. Le prochain point que je peux évoquer ici, c'est le manque de vision. Le manque de vision. Certes, les choses changent. On remarque chaque jour des jeunes qui ont une autre façon de penser, qui ont une autre vision pour son pays, qui ont une nouvelle façon de penser pour l'avenir de son pays, pour son devenir même. Mais on a un problème, c'est que l'Africain se positionne pas vraiment dans le futur. On se positionne pas de futur. On n'a pas de vision à moyen et à long terme de ce qu'on veut devenir. Et si tu n'as pas de vision pour le futur, c'est simple, ça veut dire que tu vis au jour le jour. Regardez nos gouvernements. Lorsqu'on nomme un maire, il vient avec un projet, il vient avec une équipe. Mais après, lorsqu'on nomme un autre maire, on a l'impression que tous les projets précédents sont soit à l'arrêt, soit bloqués. Et puis, le nouveau maire, lui, il revient avec de nouveaux projets. Ça veut dire que il n'y a pas une continuité dans les projets. On ne construit pas à partir de rien. On construit toujours à partir de quelque chose. Il doit toujours avoir une base, un socle. En réalité, nous sommes quelque part, à mon avis, tous responsables de cette situation. Oui, on sait qu'il y a des bandes organisées qui cherchent toujours à déstabiliser le pays avec les problèmes d'ingérence, oui. Et puis, il y a de la manipulation et tout. On a vu comment ça s'est passé dans plusieurs pays, dans plusieurs guerres. Je ne vais pas les citer si vous connaissez les exemples très bien. Que d'autres pays gèrent notre monnaie. Mais qu'est-ce qu'on fait donc pour que ça change? Qu'est-ce que nos dirigeants font pour que ça change? Lorsque vous avez vos dirigeants qui détournent le peu d'argent même qui est disponible, est-ce que ce sont les Européens mais les Occidentaux qui sont impliqués? Non. Je suis désolé, non. Lorsque vous avez un gouvernement qui se retrouve complètement en prison, est-ce qu'on les a envoyés détourner? Non. Lorsque vous avez des dirigeants, des fonctionnaires qui tout le temps cherchent toujours à se doyer ou ralentissent des procédures administratives parce qu'ils attendent quelque chose derrière, est-ce que ce sont les Occidentaux qui les demandent de faire ça? Non. Ce qui est encore plus dommage, c'est que ils vont voler cet argent. C'est même pas pour développer le pays. Ils vont prendre cet argent, aller acheter des biens à l'étranger, aller mettre dans des banques à l'étranger. Et là-bas même aussi, on va encore les arrêter. Même avoir, et s'ils échappent à la justice locale, c'est-à-dire du pays, ils vont voyager, on va toujours les arrêter et on va saisir ces biens. Du haut du Mont-Royal, l'un des plus beaux points de vue de la ville. Ici, dans le Vieux-Port, Montréal, carte postale. Le visage de la métropole change au quotidien. Le journaliste Hugo Jonca du bureau d'enquête surveille attentivement sur une base régulière les transactions immobilières. C'était en juin 2016, en plein boom des condos dans Griffintown. Il y a une transaction un jour qui attire mon attention, c'est celle d'Ibrahim Hissène Bourma. C'est le beau-frère du dictateur tchadien Idriss Déby. Lui, tout d'un coup, il achète plus de 3 millions de dollars de condos d'un coup. Une année complète d'enquête journalistique menée par Hugo Jonca et ses collègues pour apprendre que des dizaines de propriétés, particulièrement ici à Montréal, sont entre les mains des politiciens, des hauts gradés et des hommes d'affaires proches des régimes les plus corrompus d'Afrique. Ils investissent depuis des années dans l'immobilier québécois, presque toujours sans prendre d'hypothèque, ce qui ne semble pas avoir éveillé la curiosité des autorités. C'est des dizaines de propriétés, mais c'est une quinzaine de personnes, puis il y en a pour plus de 30 millions de dollars. Vous avez bien entendu autour de 35 millions de dollars de propriétés achetées au Québec par des individus qui, pour la plupart, ont fait l'objet d'enquêtes pour divers délits ou crimes financiers, soit dans leur pays d'origine, soit en Europe, où les procès sur la corruption de despotes africains se multiplient. On vous amène à l'île des Sœurs.
Rue O'Reilly, un condominium d'1,6 million de dollars détenu par Rachida Kaba. Son mari, Tite Kaba, est soupçonné d'avoir produit un faux titre foncier au Congo-Brazzaville au bénéfice d'un proche du dictateur Denis Sassou Nguesso. Le couple Kaba a transigé pour près de 4,5 millions de dollars en propriété depuis 2008 à Montréal et dans les Laurentides, mettant la main notamment sur cette somptueuse demeure de plus d'1 million de dollars à Piémont. D'autres exemples des recherches approfondies du bureau d'enquête. À Gatineau, 2 immeubles d'appartements détenus par Jean-Jacques Bouya, un ministre congolais au cœur des pires systèmes de corruption d'Afrique. Il est parvenu à dépenser près d'1,5 million de dollars dans le secteur Elmer. Que l'amour de Dieu. Wilfrid Nguesso, fils de dictateur. Il est propriétaire de cette maison d'1,4 million dans Ville-Mont-Royal. La France vient de l'arrêter pour blanchiment de détournement de fonds publics. La tour de Condotel Le Cristal, où Voltaire Bressetto Bami détient 2 unités, un homme d'affaires sous la loupe des autorités anticorruption françaises. Son investissement au centre-ville, près d'1,5 million, sans hypothèque. En réalité, qui perd, ce n'est ni lui, ni le pays d'accueil. La personne qui perd ici, c'est la nation qui voit toutes ses ressources aller ailleurs. Est-ce que vous vous rendez compte de la procédure qu'il faut pour pouvoir rapatrier des fonds qui ont une source, on va dire souvent quoi, une source douteuse? Bref, des fonds qui ont été volés, par exemple dans les banques suisses ou bien. Est-ce qu'il y a toute une procédure très complexe et très compliquée pour faire revenir cet argent-là? Est-ce que les biens qui ont été achetés par ces messieurs sont saisis à l'étranger? Comment on fait pour récupérer cet argent? Nous, le peuple, nous sommes responsables. Lorsqu'on refuse de prendre nos responsabilités, lorsqu'on décide de passer toute la journée à lever le coude, à se soulever la gueule, lorsqu'on pose des actes de vandalisme, lorsque même le peu que l'État essaye de faire, on cherche toujours à détruire, en volant des câbles de courant, en détruisant même les biens publics. Nous sommes aussi quelque part responsables. Ce peuple-là qui, à longueur de journée, préfère s'asseoir devant le téléphone, à chatter, avoir des conversations, sourire, regarder des vidéos, regarder des matchs. Quelque part, ce peuple-là aussi est responsable. Before, if you don't want to do, you don't do. You know that you did not do anything. See him now. See him. See him. Now be this. See, I swear to God, if anybody. Zero. Now my ordinary hand. Ordinary hand. Ordinary hand. Now I tell the open now. So ordinary hand. Zero. What they do. Zero. Zero. What they do. The Bible says support suffering. L'important de voir si tu es prêt pour le ministère. Is to test to know whether you're ready for the ministry. Il vient, il n'est pas mort. He's not dead. He is not dead. Yes. You are my everything. You are my splendor. Till the day. Cette diaspora qui oublie ses origines dès qu'elle arrive à l'étranger, ou qui a honte de ses origines. Moi, je connais des amis qui, ici, ont honte de se présenter comme africains. Je ne veux même pas dire comme Camerounais, je dis comme africains. Cette diaspora qui a la peau blanche, mais aux parents noirs, et qui se revendique d'être étranger. Cette diaspora qui part à l'étranger, mais ne veut pas rentrer développer son pays. Cette diaspora prédatrice qui est prête à financer la guerre, perdre des vies humaines, créer des conflits armés, parce que ils se sont déjà entendus avec des lobbies. En Afrique, les gens croient, ne savent pas ce qui se passe en Europe.
Vous avez fait croire à l'Afrique, aux Africains qui sont en Afrique, que là-bas c'est le paradis, que que l'argent se ramasse par terre. Vous faites des photos devant les belles maisons, les belles voitures, on a l'impression que tout le monde a la voiture en Europe, que tout le monde... Non. Dites aux Africains que comme vous voyez là, 100 francs, on ne s'amuse pas avec l'argent. On ne gaspille pas l'argent. Et si je te donne l'argent, il faut en faire un bon usage. Il ne faut pas le gaspiller. Je ne suis pas une machine à sous. Et que là-bas en Europe, pour l'avoir, je souffre, je trime. À mon humble avis, l'Afrique ne peut réellement décoller que si on change de mentalité. On doit avoir un brainwashing. On doit avoir un lavage de cerveau. L'Africain doit d'abord être fier d'être africain. Fier de ses origines. Et avant d'être fier de ses origines, tu dois connaître tes origines. Tu dois connaître ton passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs demain. De deux, on doit dire à l'Africain que personne d'autre ne va venir développer ton continent. Tu dois le faire toi-même. Les pays que tu vois à travers la télé, les autres, ils ont dû travailler pour arriver là. Et on doit aussi passer par là. Du moment où on va toujours vouloir juste signer des conventions, des contrats pour que tout ça se réalise d'un clic, ça ne va jamais marcher. Parce qu'à la fin, généralement, des projets qui se passent, on n'a pas le transfert de technologie. Deux, après le projet part en lambeau parce que peut-être il n'a pas été réalisé ou bien n'a pas été bien monté. Trois, généralement, ces projets-là même ne mettent pas long feu. Donc, il faut qu'on s'imprègne de la connaissance, on l'inculque, on l'assimile et puis on améliore. La fierté. L'Africain doit être un homme fier. Pas fier de tes origines. Il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Il y a plein de vidéos qui circulent où des gens d'autres nationalités traitent les Africains en Afrique d'une certaine manière. C'est impossible dans leur pays. Vous ne pouvez pas faire ça. Je ne peux pas me lever aujourd'hui, je dis que je commence à fouetter un Chinois. Je peux pas me... C'est pas possible. Je dis à l'instant même où la vidéo est dehors, la police est là devant ma porte. Ah, directement. C'est-à-dire, on n'a pas cette fierté-là de dire non, ça c'est pas normal. Et parfois même quand on le dit, ça s'arrête seulement aux paroles. Il n'y a pas d'acte. Il n'y a pas d'acte, pourquoi? Parce qu'on n'a pas de poids. Et ce sont les Asiatiques qui ont compris. La guerre est d'abord économique. Tu vas acheter toutes les armes mondiales et tout, mais la guerre est d'abord économique. Quand tu deviens un poids économique, tu peux l'utiliser comme une arme. La Russie, la Chine et plein d'autres pays l'ont prouvé. À partir du moment où on ne développe pas notre économie, à partir du moment où on n'a pas une économie forte, stable, en forte croissance, qui a un impact réel dans l'économie mondiale, ce sera toujours des discours, comme d'habitude, des discours. J'avais attiré votre attention. Ici en Chine, on est confiné pratiquement déjà depuis un mois, mais il y a toujours à manger. Il y a toujours à manger en quantité et en qualité. Mais je ne suis pas sûr qu'actuellement, vous me fermez la ville de Douala pendant un mois sans activité. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. Donc, la bataille est d'abord économique. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on n'ira nulle part. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si vous avez aimé, surtout comme d'habitude, n'oubliez pas, restez connectés, likez, abonnez-vous et commentez.